Bonjour. Alors, bienvenue à ce midi de l'urbanisme intitulé « Et la nature dans tout ça ». Avant de commencer, la Maison de l'urbanisme souhaite remercier la Wallonie et la province du Brabant wallon qui nous soutiennent et nous permettent d'organiser nos activités. Je tiens aussi à remercier nos intervenants du jour, Julien Thémence, Fiorella Quadou et Aurélie Auchard, qui ont accepté de venir partager leurs connaissances avec nous. Merci enfin à vous tous d'être présents ici. C'est vraiment un bonheur de retrouver du public pour un midi de l'urbanisme et de pouvoir débattre ensemble de ces questions d'aménagement du territoire. Merci aussi à tous ceux qui n'ont pas pu être présents, mais qui sont quand même avec nous via Internet, que ce soit sur notre page Facebook ou sur YouTube. Pour rappel, on vous demande de garder votre masque pendant toute la durée de l'événement, de bien maintenir la distance minimale d'1,50 m entre vous, et seuls les intervenants invités et moi-même, qui avons plus de 2 mètres de distance par rapport à vous, enlèverons notre masque pour les moments où nous parlons. Alors, on va parler aujourd'hui de nature et de développement territorial. Régulièrement, les médias nous informent de l'érosion de la biodiversité. Il y a notamment ce fameux mouvement Ensemble pour la diversité, biodiversité.be, à l'initiative du Muséum des sciences naturelles qui se trouve sur Internet et qui parle entre autres de la 6e extinction de masse. C'est assez inquiétant. Et en même temps, en Brabant wallon, on entend qu'il est bien nécessaire de construire davantage de logements, de continuer à développer le territoire pour maintenir un dynamisme économique. Donc, des nouveaux espaces de travail, des nouvelles infrastructures de transport, de nouveaux logements continuent à sortir de terre. Mais alors, comment va-t-on réconcilier la biodiversité, le maintien d'une biodiversité de qualité et le développement territorial? Est-ce qu'il est encore possible de faire du développement territorial, donc de créer des nouvelles infrastructures, tout en conservant tous les sites qui ont un intérêt au niveau biologique, tout en conservant un certain équilibre dans la biodiversité? Y a-t-il des sacrifices à faire? Ou bien existe-t-il des solutions techniques à mettre en œuvre? C'est une question d'actualité, puisque la déclaration politique régionale de notre nouveau gouvernement wallon indiquait entre autres qu'il prévoyait la plantation de 4000 km de haies et de la conversion de 1000 hectares par an en réserve naturelle. Et puis, on est tous masqués, et donc l'émergence de la crise sanitaire, on le sait, provient notamment d'une pression très forte des humains sur le territoire. Et en même temps, pendant le confinement, on a pu voir que la nature était un refuge pour beaucoup de personnes, une occasion de prendre l'air justement dans ce monde confiné, et un manque terrible aussi pour ceux qui étaient privés de cette nature. Donc, comment préserver la nature? Alors c'est un sujet très très vaste. Donc on a invité Julien Thémence, qui est bio-ingénieur en gestion de l'environnement et aménagement du territoire, et qui est président de la régionale Natagora en Brabant wallon. Fiorella Quadou est ingénieure agronome, chercheuse au Centre de recherche et d'études pour l'action territoriale, le CREAT, de l'UC-Louvain, et Aurélie Auchard, qui est ingénieure civile architecte, responsable du service aménagement du territoire au département économique de l'Inbewe, donc l'intercommunal du Brabant wallon. La conférence va se dérouler en 2 temps. D'abord, les présentations de nos invités, avec éventuellement un bref temps de débat entre chacune de ces présentations, s'ils le souhaitent. Et enfin, vers 13h15, nous allons vous donner la parole, à vous, public ici présent, mais aussi via les réseaux sociaux, pour pouvoir poser une question ou apporter un témoignage. Dans ce temps de parole, pour vous qui êtes présents ici, il faudra vraiment être très strict et attendre d'avoir le micro et ne parler que dans le micro. Sinon, nous, on entendra, mais pas ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Alors, pour commencer, je vais me tourner vers Julien Thémence. Vous êtes bio-ingénieur et vous prenez la parole aujourd'hui comme président de la régionale Natagora Brabant wallon. D'un point de vue professionnel, vous avez d'abord travaillé comme ingénieur de projet à Jean Blou Agrobiotech, donc de l'Université de Liège, en travaillant notamment sur des études d'incidence sur l'environnement. Et depuis 2012, vous êtes un petit peu le monsieur réserve de Natagora Brabant wallon, puisque vous êtes responsable de tous les projets de conservation chez Natagora. Alors je vous ai demandé énormément de choses. Je vous ai demandé de nous aider à comprendre la protection de la nature en Wallonie et dans notre province.
Je vous ai demandé de nous expliquer ce que c'était que des zones de grand intérêt biologique, des réserves naturelles, des réserves domaniales, des zones Natura 2000, parce qu'il y a énormément de vocabulaire à comprendre, et aussi de nous dresser rapidement un état des lieux de la nature en Brabant wallon, et aussi des principaux types de conflits qu'on peut avoir avec le développement territorial. Le sujet étant vraiment vaste, je vous cède tout de suite la parole et j'installe votre présentation. Voilà. Merci Madame Chevalier pour en tout cas l'invitation, pour ce temps de parole que je peux vous consacrer. Voilà, c'est vrai que ça fait quelques années que je me disais que le Midi de l'urbanisme, c'est quand même un endroit intéressant pour que Natagra puisse intervenir et un petit peu sensibiliser aussi tous les acteurs du territoire en Brabant wallon. Et donc la tâche est assez ardue parce qu'on m'a demandé en 15 minutes de parcourir toute une série de choses, faire surtout un état des lieux de la nature en Brabant wallon et des principaux problèmes. Mais donc je vais commencer par vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on trouve finalement en Brabant wallon, quels sont les habitats, les espèces qu'il faut protéger et quel est l'état de la protection de ces espèces en Brabant wallon. Et puis on finira par quelques exemples de conflits qu'on peut rencontrer avec l'aménagement du territoire. Donc on peut passer, voilà. La grande question, c'est quelle nature finalement en Brabant wallon. Brabant wallon peut être perçu comme une province relativement dégradée au niveau nature, mais je vais essayer de vous démontrer que ce n'est pas le cas, qu'il y a encore pas mal de choses à protéger en Brabant wallon. On peut montrer le slide suivant. Donc, tout d'abord, un petit mot sur le concept de réseau écologique. Donc, on parle beaucoup de réseau écologique, mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le réseau écologique, c'est un outil d'aide à la décision pour mettre en œuvre des politiques de conservation de la nature et qui permet vraiment de mettre des priorités et de cartographier sur le territoire ce qui va pouvoir être fait. Donc, ça reste un concept. Et donc, ce réseau écologique, qu'est-ce qu'il reprend? Il reprend, d'une part, tous les habitats qui sont rares, menacés et les plus riches en biodiversité, qu'on va appeler vraiment les hotspots de biodiversité. On les appelle dans le jargon du réseau écologique la zone centrale. Pas content. Donc la zone centrale du réseau écologique. Et donc ces zones centrales, en théorie, ce sont des zones dans lesquelles il faut absolument que la protection de la nature soit l'activité prioritaire. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas avoir d'autres activités, mais en tout cas, ça doit rester une activité tout à fait prioritaire. À côté de ces zones centrales, on a toute une série d'autres zones qu'on va appeler des zones de développement dans lesquelles la biodiversité est également importante, mais où on ne va pas nécessairement trouver des espèces particulièrement rares ou menacées, mais ces zones-là sont vraiment importantes pour la fonctionnalité du réseau écologique. Donc elles sont situées soit autour, en zone tampon, autour de zones centrales, ou alors elles peuvent être isolées dans le paysage. Et alors, à côté de ces zones de développement, on a également toute une série d'éléments de maillage écologique. Donc le maillage écologique, il est à la fois au sein il fait partie du réseau écologique, mais ce sont tous des éléments qui peuvent être déconnectés, qui peuvent être connectés, ça dépend un petit peu, qui permettent simplement aux espèces de circuler d'une zone à l'autre. Et l'ensemble de ces zones et d'éléments du maillage sont inscrits au sein d'une matrice paysagère, qui est en fait la matrice dominante dans le paysage. Voilà, on peut passer au slide suivant. On parle également souvent de structure écologique principale. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait tous les éléments de surface vraiment au sein de ce réseau écologique. Donc c'est l'addition des zones centrales et des zones de développement. Et un réseau écologique fonctionnel, c'est la structure écologique principale et les éléments du maillage, qui peuvent se situer dans les zones, parce qu'au sein même des zones, il faut pouvoir circuler, mais aussi entre les zones, au sein de la matrice paysagère. Et alors, ce qui est important à rappeler, c'est que ça reste un concept théorique, le réseau écologique, et qu'en réalité, il faut avoir plutôt une vision spécifique. Donc, espèce par espèce, le réseau va être tout à fait différent. Une espèce aquatique n'aura pas les mêmes exigences qu'un oiseau, qu'un amphibien. Et donc, le réseau écologique tel qu'on va le cartographier pour un territoire donné, le Brabant wallon, une commune, c'est finalement l'addition de tous les réseaux écologiques, une espèce de juste équilibre entre tous les réseaux écologiques pour les différentes espèces particulièrement menacées. Donc ça, c'est la partie plus théorique. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va retrouver dans les zones centrales en Brabant wallon. Donc on a toute une série de types de milieux. Donc ici, ce sont les milieux vraiment les plus menacés, les plus emblématiques et avec un intérêt patrimonial le plus élevé. Il y a d'une part des milieux aquatiques. Donc on va retrouver en Brabant toute une série de grands étangs, notamment dans les vallées de la Lanne, de l'Argentine, de la Dyle.
qui jouent vraiment un rôle important, notamment pour l'avifaune, et que ce soit en reproduction ou en migration, comme halte migratoire. Et ces étangs sont en général entourés, ceinturés de végétation particulière, rivulaire, des roselières, des carissées, des mégaphorbiers. Et alors, on a évidemment tous les cours d'eau, et parmi ceux-ci, pour les cours d'eau les mieux préservés, ce sont toute une série de petits cours d'eau de source, généralement dans des massifs boisés, au sol sableux, qui ont des eaux encore tout à fait propres, pures, et qui hébergent une faune et une flore particulières. Donc, ça est suivant. Et alors, à côté des milieux aquatiques, on a évidemment les milieux terrestres. Dans les milieux terrestres, on va retrouver des milieux ouverts et des milieux plus boisés. Parmi les milieux ouverts, les milieux vraiment les plus intéressants et les plus menacés à l'heure actuelle, ce sont tous les milieux ouverts qu'on appelle semi-naturels, c'est-à-dire des milieux qui ont évolué de manière spontanée suite à l'évolution des pratiques humaines. Et donc, ce sont des milieux liés en général à d'anciennes pratiques agropastorales. Donc, des techniques qui étaient mises en œuvre par nos agriculteurs et nos éleveurs bien avant l'agriculture intensive, l'utilisation de fertilisants notamment, et donc qui ont permis en fait une coévolution entre l'homme et toute une série de milieux qui sont très riches en biodiversité. Et parmi ces milieux, on va retrouver notamment dans la partie centrale du Brabant wallon, qu'on va appeler le Brabant sablo-limoneux. C'est vraiment la partie où il y a le plus d'affleurement sableux, du sable bruxellien. On va retrouver toute une série de vestiges de landes à bruyères. Donc, ce sont des milieux vraiment avec une très, très grande valeur patrimoniale. Et ces landes à bruyères sont issues anciennement d'un pâturage extensif par des moutons et d'autres animaux, par nos agriculteurs. Mais donc, les landes à bruyères, il y avait encore plus de 2000 hectares de landes à bruyères au milieu du 19e siècle en Brabant wallon. À l'heure actuelle, il n'y a plus que quelques petits hectares qui subsistent et qui sont en général très dégradés. Donc c'est un milieu qui est aussi reconnu au niveau européen comme étant un habitat d'intérêt communautaire pour lequel il faut intervenir. Et on a également des pelouses sur sable, donc ce sont des végétations très rases et très, très clairsemées qui colonisent les zones de sable dénudées. Donc on va les retrouver essentiellement sur des talus de chemins creux sableux et dans d'anciennes sablières ou même parfois des sablières toujours en activité. Suivant. Des milieux qui sont vraiment caractéristiques du Brabant wallon, mais qui sont devenus vraiment très très rares suite à l'intensification de l'agriculture, ce sont tous les prés maigres, donc les prés, les végétations herbacées naturelles qui poussent sur des zones maigres, c'est-à-dire qui n'ont jamais été amendées, où il n'y a jamais eu d'azote, de phosphore rajouté par l'agriculture. Et donc c'est ce qu'on va appeler les prés maigres acides sur les terrains plus secs, les prés maigres humides sur les terrains plus humides. On va retrouver toute une série d'espèces très très diversifiées, notamment des orchidées et plein de plantes rares pour la région. Voilà, slide suivant. Donc là, on était dans le Brabant sablo-limoneux. Si on en sort un petit peu, notamment qu'on va un petit peu dans l'ouest et l'est du Brabant wallon, on a des zones un peu plus agricoles. On va retrouver quand même toute une série de milieux très intéressants. Dans l'est, on va retrouver sur les affleurements de Cré et de Tuffeau, du côté d'Orpjo, Jodogne, on va retrouver toute une série de pelouses calcicoles, des vieux éléments de pelouses calcicoles qui sont fort détériorés à l'heure actuelle, mais aussi dans tous les fonds de vallée, des prairies humides. Quand je dis tous les fonds de vallée, anciennement en tout cas, il y en avait dans tous les fonds de vallée. À l'heure actuelle, il en reste quelques vestiges de prairies humides très riches en biodiversité. Et alors, une petite caractéristique qu'on a aussi dans l'ouest du Brabant wallon, c'est qu'on a 2 des 3 seuls gisements de porphyre de Belgique. Donc le porphyre, c'est une roche d'origine magmatique qui affleure à 3 endroits. Donc c'est des anciennes veines de magma qui sont remontées vers la surface. Et donc on a 2 carrières en activité sur la commune de Rebec qui exploitent cette pierre et qui en fait permettent de fournir des milieux très particuliers pour toute une série d'espèces comme le crapaud calamite, l'alite accoucheur, pour ne pas les citer, ou toute une série d'espèces pionnières qui vivent dans ces sites extractifs. Alors, pour en finir avec les zones centrales, on a également les zones centrales forestières, boisées. Donc ici, c'est juste 2 exemples. Il y a en fait, ce qui est important, c'est de voir l'historicité en général de la forêt. Est-ce que la forêt est historique? Est-ce qu'elle a toujours été là? Une forêt historique est toujours généralement beaucoup plus riche en biodiversité qu'une forêt secondarisée qui a suivi une recolonisation de milieux ouverts. Donc parmi les forêts historiques, on a notamment les chênaies boulées sur sable, donc des forêts de chênes et de bouleaux qui colonisent naturellement les sols sableux, qui sont en fait sans doute la forêt historique dans nos régions. Et alors, dans les fonds de vallée, on a des forêts humides qui s'appellent des aulnées marécageuses et alluviales qui sont aussi très, très rares et menacées à l'échelle européenne. Alors, parmi les autres zones du réseau écologique, on a ce qu'on appelle donc les zones de développement. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Du moment que l'usage de ces terrains n'est pas trop intensif,
on a toujours de la place pour la biodiversité, notamment dans toute une série de milieux herbagés, donc des prairies exploitées par l'agriculture de manière pas trop intensive, des vergers, des prairies avec des haies, avec des petits talus, avec toute une série d'éléments qui vont diversifier ces prairies. Elles jouent un rôle dans les zones de développement. Et alors la plupart des zones boisées font partie également de ces zones de développement. Alors au sein du maillage écologique, qu'est-ce qu'on va reprendre dans le maillage écologique? Il y a 3 grands types d'éléments. Il y a des éléments très ponctuels, même au milieu des champs, on peut tantôt avoir une mare qui peut servir vraiment de zone de transit pour une série d'espèces qui vont trouver refuge là un certain temps pour pouvoir après continuer à circuler vers une autre zone. On a des pierriers, des arbres isolés par exemple. Et alors on a les éléments auxquels on pense le plus, ce sont évidemment les éléments linéaires, donc les haies qui permettent de reconnecter différentes zones, toute une série de talus de routes et de chemins où il y a vraiment souvent une biodiversité intéressante. Tous les éléments du réseau hydrographique, les petits ruisseaux. Et alors, en termes de surface, on peut par exemple avoir un petit bosquet de 10 arts au milieu d'un champ, mais ça va jouer un rôle aussi pour des pics, par exemple, qui vont traverser un champ pour aller d'une forêt à l'autre. Ils vont faire une pause parce qu'ils sont très, très sensibles à la prédation quand ils sont à découvert, donc ils ont besoin d'avoir devant eux des zones refuge pour pouvoir avancer. Et alors, en Brabant-Wallon, la matrice paysagère, sans surprise, évidemment, ce sont les milieux agricoles intensifs et les zones urbanisées. Donc c'est vraiment l'occupation du sol dominante en Brabant-Wallon. Donc là, j'ai dressé rapidement un petit peu quel était notre réseau écologique. Mais évidemment, un réseau écologique, ça sert finalement aux espèces. Et quelles sont les espèces concernées ici? Le problème, on peut passer au slide suivant. Voilà, on en a parlé dans l'introduction. On est réellement, à l'heure actuelle, dans une 6e extinction de masse de nos espèces. Et pas seulement en Amazonie, mais aussi chez nous en Wallonie. Et on a même pris beaucoup d'avance par rapport à l'Amazonie, évidemment. Et donc on peut voir notamment sur ce graphique, qui date de 2017, qui est repris dans le rapport de l'état de l'environnement en Wallonie, donc le rapport officiel, toute une série de groupes d'espèces bio-indicatrices. Donc c'est des groupes d'espèces qu'on étudie et qui permettent, en fonction de leur évolution, d'avoir une idée de l'évolution globale de la biodiversité. Et on voit que, notamment ici, on voit les chauves-souris, les poissons, les reptiles, les papillons, les oiseaux, les libellules, les amphibiens, toutes ces espèces. Parmi tous ces groupes d'espèces, il y a souvent une proportion très significative des espèces qui sont menacées à différents niveaux. On voit par exemple, pour les libellules, les papillons, les reptiles, on a plus de la moitié des espèces présentes qui sont menacées à très court terme ou parfois un peu plus long terme d'extinction sur notre territoire. Voilà, donc il faut vraiment intervenir assez rapidement. Slide suivant. Un exemple de groupe d'espèces, c'est l'avifaune. Donc ici, on a un petit graphique qui nous montre, on ne parle plus d'espèces, ici on parle sur une sélection d'environ, je pense, 75 espèces communes, donc considérées comme communes, c'est-à-dire qu'on est censé rencontrer un petit peu tous les jours quand on se balade à l'extérieur. Donc sur ces espèces-là, en 1990, sur l'effectif de 1990, on a actuellement un effectif, une abondance d'individus qui a très fortement chuté. Donc ce n'est pas seulement les espèces qui disparaissent, c'est même au sein des espèces, le nombre d'individus qui disparaissent fortement. Et les espèces qui sont les plus menacées, c'est la courbe en rouge, ce sont les espèces qui sont liées au milieu agricole. Donc si à un endroit il y avait 100 oiseaux en 1990, 25 ans plus tard, les chiffres ici datent de 2015, 25 ans plus tard, il n'y en avait plus que 50. Donc quand on dit que l'alouette, par exemple, on n'entend plus les alouettes dans les champs, c'est véridique, il y en a vraiment de moins en moins. On peut passer au slide suivant. Donc, quelles sont ces espèces des terrains agricoles qui sont liés au milieu agricole? Ce sont toutes ces espèces qu'on pourrait rencontrer dans le temps abondamment, mais qui se raréfient très fortement, comme le pipit de Farlouse, l'alouette des champs, le vanneau huppé en haut, le bruant-proyer, la tourterelle des bois. Ce sont toutes des espèces qui, a priori, étaient communes il y a 50 ans et qui maintenant, certaines, on est tout content d'en voir quand on en voit. Un petit exemple, le slide suivant, c'est pour le bruant-proyer, c'est une des espèces vraiment les plus menacées en Brabant-Wallon. Ici, un petit exemple de cartographie des individus chanteurs dans une plaine agricole du côté de Beauvechin. En quelques années de différence, on voit la contraction de la population qui tend à disparaître. Et voilà, si maintenant on met à jour, c'était en 2017 ici, je pense qu'en 2020, on n'aurait plus que quelques points rouges et encore sur la carte. Et donc c'est une espèce dont les effectifs en Wallonie ont baissé de 90% ces dernières années, depuis une trentaine d'années. Donc c'est assez dramatique pour cette espèce.
On peut passer au slide suivant. Donc, d'autres groupes d'espèces très menacés, c'est les amphibiens et les reptiles. Ce sont des espèces qui ont des exigences écologiques assez particulières, qui ont besoin de se développer dans des milieux aquatiques, mais aussi des milieux terrestres qui doivent être interconnectés. Et plusieurs de ces espèces sont tout simplement au bord de l'extinction, voire parfois déjà éteintes en Brabant wallon. Alors que, notamment, le premier qu'on voit en haut, c'est le triton crété. C'est une espèce qui était, il y a 50-60 ans, relativement commune. On en rencontrait un petit peu dans toutes les mares, pas moi, mais nos prédécesseurs. Et cette espèce a simplement, à l'heure actuelle, disparu du Brabant wallon. Il y a eu des recherches encore ces 10 dernières années intensives pour le retrouver. La dernière mention, c'était en 2012, et puis on n'a plus jamais revu l'espèce. D'autres espèces comme l'Alita coucheur, donc le petit crapaud dont le mâle protège les œufs pondus par la femelle, et le crapaud calamite sont deux crapauds qui sont liés au milieu assez ouvert, assez pionnier. Voilà, ces espèces-là, ils n'ont plus que quelques stations en Brabant wallon. Ils tentent à disparaître également. Et alors, dernier exemple, au niveau de la flore, parce qu'on ne parle pas beaucoup de la flore, ce n'est pas toujours facile à étudier, à faire des cartographies, mais on a quand même beaucoup de données anciennes qui nous permettent de vraiment dire que les espèces se cassent la figure, notamment toutes les espèces liées aux milieux maigres, les milieux agricoles extensifs. Ici, par exemple, des espèces liées aux pelouses sur sable acide. On peut passer au slide suivant. Donc voilà, le constat est assez négatif, désolé, mais voilà, il est comme il est. Donc, ça fait pas mal d'années qu'on est au courant que ça se passe très mal au niveau de la biodiversité, notamment en Brabant wallon. Mais y a-t-il pour autant des mesures qui sont mises en œuvre, des zones qui sont protégées en faveur de la biodiversité? On va le voir tout de suite. On peut passer au slide suivant. Donc un petit rappel d'abord sur qu'est-ce qu'une zone protégée au final. Donc la loi de la conservation de la nature prévoit toute une série de zones protégées. Donc certaines de ces zones sont en fait des zones protégées avec un statut fort, d'autres avec un statut plus faible. Donc les statuts forts, ce sont vraiment des statuts qui confèrent à la zone un enjeu prioritaire au niveau biodiversité. Donc c'est vraiment des zones qu'on ne va gérer quasi que pour leur biodiversité. Donc c'est en principe le statut qu'on est censé donner aux zones centrales du territoire. Et donc dans ces zones sont repris notamment tout ce qu'on va appeler les réserves naturelles. Donc c'est vraiment le statut principal quand on veut faire de la protection de la nature, on crée une réserve naturelle. Et donc il y a deux types de réserves naturelles. Des réserves domaniales quand elles sont gérées par l'administration wallonne et des réserves agréées quand ce sont d'autres institutions qui gèrent le terrain, comme des ASBL notamment. C'est essentiellement des associations Brabant wallon qui gèrent ces réserves. On a également les réserves forestières qui sont plutôt également gérées par l'administration wallonne, donc le département nature et forêt. Donc toutes ces réserves, c'est vraiment un statut très fort de protection qui empêche toute autre activité que l'activité de protection des espèces et des habitats. On a également un statut qui est légèrement moins contraignant que la zone humide d'intérêt biologique et la cavité souterraine d'intérêt scientifique, notamment pour les cavités où on retrouve des chauves-souris en hibernation. Alors il y a évidemment un statut dont on parle beaucoup, c'est Natura 2000. C'est un statut qui est au départ issu d'obligations européennes. Donc il y a deux directives, la directive Habitat et la directive Oiseaux, qui imposent la création aux différents États membres de ce réseau, qui vise en fait certains habitats d'intérêt communautaire et certaines espèces d'intérêt communautaire, mais pas spécialement toujours ceux qui sont les plus menacés à l'échelle wallonne. Donc à l'échelle wallonne, on peut avoir des espèces très menacées, mais qui ne sont pas reprises dans la législation Natura 2000. Et donc ce statut, c'est un statut qu'on va appeler plus faible parce que ce sont des sites qui ont été désignés sans demander l'avis des propriétaires. Il y a quand même eu des enquêtes publiques, mais voilà, a priori on impose ce genre de statut aux propriétaires, mais on ne peut pas leur imposer des contraintes trop fortes. Donc ce sont des contraintes qui vont permettre de préserver plus ou moins les différents habitats, parce qu'il y a aussi des régimes de dérogation, d'autorisation qui leur sont proposés pour pouvoir éviter parfois de trop bien respecter les mesures. Et donc c'est aussi une protection passive dans le sens où il n'y a aucune obligation de gestion. Donc les propriétaires, s'ils ont par exemple une belle pelouse calcicole sur leur terrain, il n'y a rien qui va les obliger à l'entretenir. Ils savent très bien l'abandonner, elle se reboise et elle disparaît. Donc c'est une protection passive. À côté de ces statuts vraiment liés à la conservation de la nature, il y a d'autres statuts comme le statut de site classé au niveau patrimoine qui permet de protéger quand même des sites naturels. Au niveau du plan de secteur, il y a notamment la zone naturelle, la zone d'espace vert. Par contre, si on fait un petit bilan de comment sont gérées les zones naturelles, on voit bien que c'est aussi une protection très passive, parce que la plupart du temps, la nature n'y est pas fort prise en compte. Et alors, il y a aussi toute une série de sites
qui sont en réalité gérées déjà à l'heure actuelle par des associations ou des communes comme étant des réserves naturelles sans en avoir le statut. Parce qu'il faut obtenir ce statut, évidemment. Alors, il y a également des sites qu'on va appeler les sites de grand intérêt biologique. En réalité, ce n'est pas un statut légal, hein, c'est vraiment une banque de données, une base de données qui est mise à jour régulièrement par la région wallonne, donc par le département d'études du milieu naturel et agricole. C'est une base de données qui est non exhaustive, mais qui reprend quand même une grande proportion de tous les sites, de toutes les zones centrales finalement. Tous les sites jugés intéressants sont repris dans cette base de données, plus ou moins cartographiés, et ce qui permet de savoir où se trouvent les zones centrales. Donc on va directement passer à la carte suivante, qui nous montre finalement où sont ces sites de grand intérêt biologique. Donc il y a environ 154 sites présents en Brabant wallon. Ça représente environ un peu moins de 4000 hectares, donc c'est quand même une proportion assez significative du territoire, environ 3,64% du Brabant wallon. On voit que ces sites sont pas mal concentrés dans la zone centrale, hein, parce que, comme je l'ai dit, c'est le Brabant sable limoneux, c'est là que la biodiversité est la plus riche. Et donc ces sites sont pour la plupart non protégés, on va le voir après. Donc il va falloir voir comment on doit arriver à protéger ces sites. On peut voir la carte suivante, c'est la carte qui reprend les sites Natura 2000 en Brabant wallon. Donc il y a un peu moins de 5% du territoire qui est repris en Brabant wallon pour une moyenne wallonne de 13%. Donc on est bien en dessous de la moyenne wallonne de sites Natura 2000. Donc on a quand même plus ou moins 5000 hectares en Brabant wallon. Si on regarde bien où se trouvent ces sites, en fait c'est majoritairement des zones boisées qui sont reprises. Et donc voilà, qui assurent une protection de ces zones boisées, mais qui très souvent omettent d'inclure toute une série de zones ouvertes très intéressantes où justement l'agriculture a son rôle à jouer. Et alors vraiment les sites totalement protégés, donc c'est la dernière carte que je vous présente. On a ici la localisation des sites qui ont un statut de protection fort, c'est-à-dire statut de réserve naturelle, de zone humide d'intérêt biologique, de réserve forestière notamment. Donc ça représente environ 240 hectares à l'échelle du Brabant wallon, donc c'est à peine 2 pour 1000 de la surface du territoire. Donc il y a quand même une bonne marge de croissance qui est possible, sachant que la plupart des scientifiques sont d'accord pour dire que pour qu'un réseau écologique fonctionne, il faudrait que 5% minimum de la surface du territoire soit sous statut de protection fort. Donc on en est encore bien loin, donc il y a encore quelques efforts à mener. Alors la dernière partie concerne un petit peu les conflits qu'on peut rencontrer entre aménagement du territoire et préservation de la nature. Donc, est-ce que tous les enjeux dont j'ai parlé ici sont bien pris en compte par nos politiques d'aménagement du territoire? Donc, si on passe à la slide suivante, je tiens quand même à rappeler que parmi les deux plus grandes menaces sur la biodiversité dans notre province, la principale reste quand même l'intensification de l'agriculture. Donc, toute la modification des pratiques qui est déjà fort avancée à l'heure actuelle est vraiment très problématique pour toute une série d'espèces. L'utilisation d'intrants chimiques. Un aspect important, c'est la taille vraiment gigantesque de certaines parcelles, donc qui deviennent simplement des déserts, parce que là où il y a de la biodiversité, souvent ce sont les bordures entre champs. Et alors, évidemment, toutes les pratiques plus industrialisées qui sont beaucoup trop efficaces, il n'y a plus un seul grain de maïs et grain de blé qui tombe au sol parfois dans certaines parcelles, donc les oiseaux n'ont simplement plus rien à se mettre sous le bec. Et donc l'agriculture, c'est pas rien, c'est quand même 2/3 de la surface de notre territoire. Voilà, alors évidemment l'autre facteur menaçant pour notre biodiversité, c'est l'urbanisation galopante. Et donc l'idée ici, c'est de vous montrer quelques exemples de sites sur lesquels à chaque fois Natagora est intervenu, soit via les enquêtes publiques, soit directement auprès du demandeur pour essayer de faire évoluer la situation vers un mieux. Mais on n'a pas toujours de bonne écoute. On peut passer au slide suivant. Donc, notamment, un des grands problèmes, c'est le plan de secteur. Il ne prend que rarement en compte l'intérêt biologique. Et donc, il y a encore énormément de zones constructibles qui sont situées dans des sites de grand intérêt biologique. Quelques exemples ici. Donc, en lisière de la forêt de Soigne, la dernière zone où on a une lisière un peu naturelle sur la Hulpe, en fait, on se trouve en zone d'activité économique mixte avec un projet d'urbanisation. Donc c'est la photo du dessus. On a également, je pense que Madame Hochard de l'INBW va en parler après, l'extension du zoning sur l'ancien circuit au nord de Nivelles. Donc on a un zoning qui existe déjà, mais qui est en train encore de s'étendre sur une zone qui est la plus riche en orchidées du Brabant wallon.
mais évidemment qui est en zone d'activité économique mixte également, au plan de secteur. Et alors donc ça c'est à chaque fois des gros blocs problématiques, et puis au sein du tissu villageois, on a plein de petites zones qui sont reprises en zone d'habitat et qui sont souvent en fait situées dans des fonds humides, des zones inondables, des bords de rivières, qui jouent vraiment un rôle important dans le réseau écologique, mais qui sont menacées à terme. Il y a encore dans l'actualité, notamment à Beauvechin, deux projets de lotissement récents qui se mettent en place dans ce genre de zone. Et on a même aussi, par exemple sur la commune de Braine-le-Château, toute une série de terrains à bâtir qui sont situés sur des pelouses sur sable et des landes à bruyère, donc qui sont menacés à très court terme. Donc si on passe au slide suivant, on a, malgré que parfois le plan de secteur ait bien pris en compte l'intérêt de protéger certaines zones, on a des projets qui se font en dérogation au plan de secteur, donc notamment des projets de parking. On a sur la commune de Rixensart, à Rosières, dans une belle prairie humide qui est classée par la Commission royale des monuments Cité Fouilles, qui est reprise en zone d'espace vert d'intérêt paysager. Il y a actuellement un projet de construire un parking pour soulager, un parking attenant à l'école communale, qui est très problématique au sein d'une zone qui, en principe, devrait être protégée. On a aussi d'autres types d'endroits, par exemple le parking du Chirec à Braine-l'Alleud, qui s'est installé sur une belle zone de source où on avait identifié vraiment une très belle biodiversité, une prairie à haute valeur biologique. On a d'autres projets qui, eux, nécessiteraient une modification de plan de secteur. Et de temps en temps, on entend venir des projets de création de nouvelles zones d'activité économique, alors qu'on se trouve en fait dans des sites qui ont une grande valeur écologique. Et donc la question est comment pouvoir concilier le maintien de l'intérêt biologique de ces zones. Et alors, sans vous le cacher, il y a aussi toute une série de projets de liaison routière en Brabant wallon qui sont sur le point de se concrétiser parfois, notamment à Wavre, Jodogne, Braine-l'Alleud, Ytre et Tubize, qui traversent réellement des zones centrales du réseau écologique, et très souvent l'intérêt pour la biodiversité de ces zones n'est pas pris en compte. On peut passer au slide suivant. Donc, également, il y a l'aspect de la prise en compte des enjeux écologiques lorsqu'il y a un projet urbanistique qui est mis en œuvre. On a très souvent le diagnostic écologique arrive un peu trop tard, donc le projet est déjà trop abouti, les architectes ont déjà trop bien réfléchi à la façon d'agencer leur projet, et c'est seulement après, finalement, dans le cadre de l'étude d'incidence, qu'a lieu le diagnostic écologique, où on n'a qu'à constater, oui, on va détruire telle et telle zone, alors que si on avait pris en compte ces éléments dès le départ, en amont du projet, peut-être que le projet aurait pu concilier maintien de la biodiversité et développement économique. Donc ça induit évidemment la non-préservation de certaines zones de grande valeur écologique. Et souvent dans ces projets, les gros projets d'urbanisation, on oublie un peu de mettre en place de véritables corridors. Bon, parfois on saupoudre un petit peu les choses, mais ce n'est pas fonctionnel. Il faudrait mettre en place de véritables corridors écologiques. Souvent, il y a aussi malheureusement encore beaucoup de greenwashing, volontaire ou involontaire, mais on entend souvent parler, on va verdir les toitures, on va mettre des ruches, on va placer des nichoirs. C'est évidemment très intéressant de faire tout ça, mais ça ne compense absolument pas la perte des habitats initiaux. Et souvent, ça n'a même rien à voir avec les habitats qui étaient présents avant le développement économique. Et alors, quand bien même il y a des zones qui sont consacrées à la nature au sein de ces périmètres d'urbanisation, ces zones ne sont pas toujours par la suite gérées comme il faut. Et évidemment, après, elles se dégradent et voilà, elles perdent complètement de leur intérêt. Alors, on peut citer encore quelques autres menaces qui sont pointées étant en lien avec l'aménagement du territoire. Il y a tout ce qui est développement, transition énergétique, c'est très important évidemment de mettre en place des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, mais il y a encore un manque de réflexion quant à leur localisation. Donc, certains parcs éoliens viennent s'implanter dans des zones très riches en biodiversité. Elles ont un impact à la fois en termes d'artificialisation de la zone, mais aussi d'impact direct en mortalité sur des espèces d'oiseaux ou de chauves-souris par exemple, et également des parcs photovoltaïques, donc des champs de panneaux solaires. J'en connais deux en tout cas en Brabant wallon qui viennent de s'installer dans des zones de très grande valeur biologique, même si parfois c'est des zones un peu périphériques à des industries, souvent on a des zones de grand intérêt biologique. Il y a certains projets d'assainissement des eaux, qui, évidemment, l'eau coule toujours vers le bas, donc quand on veut mettre en place des collecteurs, des stations d'épuration, on se trouve dans des fonds de vallée qui sont généralement intéressants du point de vue de la biodiversité. Donc voilà, il y a parfois une prise en compte, parfois une prise en compte plus faible des enjeux. Tout ce qui est lutte contre les inondations, il y a parfois des fonds de vallée un peu sacrifiés pour y constituer des bassins d'orage, même si de plus en plus on peut mettre en place des bassins d'orage qui sont eux-mêmes favorables à la biodiversité. Et alors un aspect qu'on oublie souvent, c'est toute la politique de densification des noyaux
villageois. Donc voilà, il faut essayer de densifier pour optimiser un petit peu l'utilisation du territoire, mais en faisant ça, on supprime finalement, souvent dans certains villages, tous les éléments bocagés, les petites prairies, les petits vergers qui se trouvent encore entre les habitations et qui permettent à toute une série d'espèces de survivre, parce qu'en fait, en dehors du village, il y a l'agriculture intensive, et donc il n'y a plus de place pour elles. Et je pense notamment à la chouette chevêche, la chevêche d'Athéna, qui vit vraiment dans les milieux de bocage, les prairies pâturées avec des arbres, des haies, un mix de jardins. Mais maintenant, si on densifie trop les villages, elle disparaît. Voilà, donc je vais un petit peu terminer, voilà, quelques menaces. Je vais terminer avec quelques enjeux pour le Brabant wallon en termes de biodiversité. Donc, on constate qu'il y a globalement un manque de moyens, mais aussi surtout un manque d'espace pour que la biodiversité puisse s'exprimer. On constate toujours que la régression de la biodiversité est en cours et même s'accélère. On doit vraiment stopper l'hémorragie. Et donc, il faut rapidement mettre en œuvre tout ce qu'on peut faire pour protéger l'existant. Avant de penser même à redéployer peut-être la biodiversité, on est encore dans une stratégie où il faut stopper la destruction de la biodiversité. Donc, d'autres enjeux également. Donc, un des enjeux principaux, de mon point de vue en tout cas, c'est de pouvoir avoir la maîtrise foncière de ces fameux 5% de zones centrales pour pouvoir avoir après un réseau écologique fonctionnel et d'essayer de dégager des moyens financiers, évidemment, pour à la fois la protection de ces zones, mais aussi leur entretien, que ce soit de la restauration de ces zones ou même de l'entretien récurrent, que ce soit au niveau des associations ou au niveau de l'administration. On manque vraiment de moyens à l'heure actuelle en Wallonie. Alors, je terminerai aussi par, du point de vue aménagement du territoire, ce serait une très bonne idée si un jour on pouvait ouvrir cette boîte de Pandore, c'est peut-être un peu risqué évidemment, de révision du plan de secteur qui permettrait d'identifier encore toutes ces zones urbanisables qui sont problématiques du point de vue de la biodiversité et de les désurbaniser dans le plan de secteur pour éventuellement réaffecter, pour avoir un équilibre, réaffecter des zones actuellement non urbanisables en zones urbanisables, là où ça ne pose pas de problème du point de vue de la biodiversité. Et donc, une question de désurbanisation de ces sites de grand intérêt biologique, mais aussi création de corridors écologiques. Et ça permettrait également de supprimer toutes ces zones encore constructibles en fond de vallée, ce qui devient à l'heure actuelle tout à fait aberrant. Évidemment, au niveau de la mobilité, il va falloir choisir à autre chose, penser à autre chose que le tout à la voiture, mais je pense qu'on s'y dirige tout doucement. Et voilà, une solution aussi intéressante pour protéger les habitats, ce serait de leur octroyer un statut de protection. Donc il y a des espèces protégées, mais il n'y a pas d'habitat protégé. Aucun habitat n'a un statut réel de protection. Donc si maintenant on venait à dire, voilà, les zones alluviales sont protégées, il y a une protection effective sur le terrain. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour très rapidement, j'espère, de ce qu'on m'avait demandé de vous présenter aujourd'hui. Donc je suis disponible pour les questions-réponses qui vont s'en suivre, j'imagine. Alors les questions, on le fera après. Merci beaucoup. Tous ceux qui ont regardé leur montre ont vu que voilà, vous avez pris le temps, mais je crois que c'était vraiment nécessaire pour avoir un aperçu bien complet. Je ne sais pas si Fiorella Quadou ou bien Aurélie Auchard, si vous voulez déjà réagir ou si on garde ça pour après. Après ? Ok. En tout cas, moi j'ai déjà une première réaction. Je me dis qu'un petit midi sur l'agriculture et la biodiversité, ça pourrait être plus qu'intéressant. Alors on va poursuivre tout de suite avec Fiorella Quadou. Vous travaillez depuis 12 ans au Centre de recherche et d'études pour l'action territoriale qui est dirigé par le professeur Yves Hanin à l'UC Louvain. Vous êtes chercheuse sur les questions liées justement aux espaces ruraux, à l'agriculture, à l'énergie, à la biodiversité temporaire et la nature en ville. Alors vous avez aussi été formatrice pour les conseillers en aménagement du territoire dans le cadre de la CPDT, Conférence permanente du développement territorial. Et avant cela, vous aviez travaillé dans des administrations communales à Froid-Chapelle et aussi dans une intercommunale du côté donc, du sud de la Belgique, donc Intersud et au parc naturel Viroin-Hermeton. Alors je vous ai demandé en fait de nous dire, nous partager ce que c'est que l'expérience d'un ingénieur agronome qui travaille au sein d'un centre de recherche en aménagement du territoire et de nous montrer justement les outils aujourd'hui qui existent au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau local, communal, régional, pour maintenir ou bien recréer des liaisons écologiques. Alors vous allez nous parler d'un outil qui s'appelle le coefficient de biotope par surface et enfin nous présenter un projet Interreg qui concerne justement la biodiversité dans les milieux urbanisés. Nous vous écoutons tout de suite et je mets votre présentation. Merci.
Donc je dois d'abord remercier la Maison de l'Urbanisme, mais également ma collègue Coraline Berger qui a participé à la préparation de cette présentation. Donc on peut passer à la dia suivante. Je vais me retourner souvent parce que j'ai des choses, voilà, pas forcément sur mes notes. Je dois regarder les dias derrière moi. Et donc, je vais vous présenter quelques éléments d'encadrement, quelques exemples d'outils aussi qui peuvent permettre d'intégrer la nature dans l'aménagement du territoire. Et alors, ce que j'aimerais, c'est terminer quand même par l'importance des espaces privés dans l'aménagement du territoire également. Donc, dia suivante. Concernant les liaisons écologiques principales, donc ce sont des liaisons écologiques qui sont visées à l'article D2, paragraphe 2 du Code été, qui ont été reconnues juridiquement par l'arrêté du 9 mai 2019 adoptant les liaisons écologiques. Elles sont présentées sous la forme d'une cartographie régionale des grands couloirs écologiques régionaux et servent désormais de référence dans ce domaine. Dia suivante. Les liaisons écologiques doivent être prises dans la structure territoriale du schéma de développement territorial, et ça j'en reparlerai tout à l'heure. Elles jouent en fait un rôle majeur pour les migrations longues distances et déplacements locaux, et elles ont été définies en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle régionale. Donc elles comprennent des massifs forestiers feuillus, des pelouses calcaires et milieux associés et sols sensibles, marginaux à relief associés au relief et au réseau oro-hydrographique. Donc ici, la carte montre, je fais un peu un zoom sur la province du Brabant wallon, et on a sur le plateau limoneux-brabançon 2 types de liaisons écologiques, les massifs forestiers feuillus qui abritent de nombreuses espèces forestières et qui mettent en relation des petits massifs composés de peuplements anciens, et alors les plaines alluviales qui mettent en relation des milieux humides et abritent une grande biodiversité, donc notamment le domaine d'Argenteuil, la vallée de la Lanne, Villers-la-Ville, les vallées de la Tille et de la Dille, etc., le Train, etc. Dia suivante. Alors, on va voir comment certains outils d'aménagement du territoire peuvent jouer un rôle important dans la préservation, la protection et la restauration de la biodiversité et de la fonctionnalité écologique des territoires, parce qu'ils permettent de penser conjointement la conservation de la nature et le développement des territoires. Dans le schéma de développement territorial, qui est le document fêtier du développement territorial en Wallonie, il y a l'objectif valoriser le patrimoine naturel, culturel et paysager et les préserver des pressions directes et indirectes de l'urbanisation. Cet objectif, qui est principalement consacré à la nature, cette nature, on la retrouve également dans d'autres objectifs du SDT, de manière plus indirecte. Donc notamment développer des espaces publics de qualité, conviviaux et sûrs, valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers et les préserver des pressions directes et indirectes de l'urbanisation. Après, il y en a d'autres, mais il faut évidemment relire tout le SDT pour se rendre compte que la nature est effectivement bien présente dans ce document. Dia suivante. Alors, le Code été, Julien en a parlé, le Code été identifie également les affectations du territoire et les prescriptions particulières qui s'y rapportent, et qui sont cartographiées sur les plans de secteur d'aménagement. Alors, le plan de secteur qui est divisé en zones destinées à l'urbanisation et en zones non destinées à l'urbanisation. Celles-ci sont la zone naturelle, la zone d'espace vert, la zone de parc, la zone agricole, la zone forestière. Cependant, l'effet de protection en tant que tel du zonage du plan de secteur n'est activé qu'en cas de développement de projets qui modifieraient l'affectation actuelle. Donc le zonage n'a pas d'effet sur les activités en cours. Il faut noter aussi que le plan de secteur peut aussi comporter en surimpression aux zones des périmètres dont le contenu est déterminé par le gouvernement, donc les périmètres de points de vue remarquables, de liaison écologique, d'intérêt paysager, de risques naturels prévisibles, etc., etc. Dia suivante. Alors, les schémas de développement communaux, ils permettent la définition d'une stratégie
d'une stratégie territoriale par la définition des objectifs communaux qui ont pour but la lutte contre l'étalement urbain et l'utilisation rationnelle du territoire et des ressources, le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale, la gestion qualitative du cadre de vie et la maîtrise de la mobilité. Alors, également des principes de mise en œuvre de ces objectifs, mais surtout la structure territoriale souhaitée, donc par la commune. C'est ce qu'on appelle le projet de territoire. Il identifie et cartographie la structure bâtie, la structure paysagère, les réseaux de communication et de transport des fluides et d'énergie. Dia suivante. Donc, la structure territoriale doit permettre d'identifier cartographiquement les éléments et milieux naturels à préserver, à restaurer, à valoriser et à développer en vue de développer les réseaux de continuité écologique. Il s'agit donc de mettre l'accent sur le renforcement du réseau écologique, du réseau de voies lentes, de la connectivité entre les milieux naturels pour assurer le déplacement des espèces sur le territoire. Alors ici, j'ai repris un exemple du schéma de développement communal de l'Aube réalisé par le CREAT. Donc ce schéma définit en particulier dans ses recommandations liées aux principales contraintes naturelles 3 types de zones liées au réseau écologique. Donc dans la petite légende à droite, si vous voyez hein, principale recommandation naturelle, vous voyez les différentes zones. Donc la première, c'est la zone du réseau écologique bénéficiant d'un statut de protection. Là, Julien en a parlé assez longuement, donc ça reprend les sites Natura 2000, les réserves naturelles et les zones humides d'intérêt biologique. Et pour ces zones-là, la recommandation principale, c'est de respecter strictement la réglementation en vigueur. Là, c'est pas très compliqué. Alors, un autre type de zone, ce sont les zones du réseau écologique. Donc là, ce sont des zones qui sont de grand intérêt, mais qui ne sont pas reconnues officiellement, ou alors des zones d'extension de ces sites de grand intérêt. Et là, les recommandations vont encourager les pratiques conciliant l'exploitation économique ou l'aménagement des jardins d'agrément et la gestion écologique des milieux, veiller au maintien et au renforcement des éléments qui enrichissent le réseau écologique, tels que les arbres isolés, les bosquets, les saules, têtards, etc. Lors de l'urbanisation de ces terrains ou de parcelles proches de ces milieux, inciter les propriétaires à des aménagements à haute valeur écologique, etc. Et alors le troisième type de zone, c'est le couloir urbanisé ou renforcer le réseau écologique. Donc ce sont les tirets verts que vous voyez sur la carte. Ce sont des sites, principalement des sites de passage de couloirs de migration ou qui correspondent à des tissus bâtis relativement aérés où l'urbanisation, le paysage et la biodiversité doivent cohabiter. Et là, dans ce type de zone, les recommandations sont notamment l'aménagement des espaces verts, des abords de bâtiments et des jardins, l'imposition des essences régionales dans les espaces publics et pour les clôtures de parcelles, etc., etc. Dia suivante. Alors, le schéma de développement communal permet aussi d'encadrer la délivrance de permis. Donc là, il ne faut pas l'oublier, la commune a le droit de motiver un refus de permis sur base des indications définies par le SDC et qui sont favorables au maintien, à la restauration et au développement de la biodiversité. Donc, tels que le pourcentage de toiture et de façade végétalisée, le nombre de zones humides, une gestion différenciée dans des zones spécifiques, mais également, pourquoi pas, un coefficient de biotope par surface. Donc ça, je vais vous en parler un peu plus loin. Alors, dia suivant. Je ne vais pas revoir tous les outils d'aménagement, je vous rassure, mais un des derniers outils, c'est le guide communal d'urbanisme, où la prise en compte de la nature peut se faire via des indications qui permettront de préserver, développer, valoriser ou restaurer des continuités écologiques. Donc, par exemple, des indications qui permettent notamment l'aménagement des espaces non bâtis par des clôtures perméables, des caractéristiques de la végétation souhaitées, la limitation de l'imperméabilisation des sols, comme le pourcentage de surface imperméable, le dispositif d'infiltration des eaux pluviales. Et alors, il y en a une série comme ça qu'on peut sortir dans un GCU.
Dia suivante, le guide communal d'urbanisme permet aussi, dans ses indications, de repenser les espaces publics et privés par des aménagements spécifiques pour les mobilités alternatives et les espèces, par des aménagements qui favorisent la biodiversité et améliorent le cadre de vie. Alors là, je vous ai mis 3 exemples qui ne sont pas dans le Brabant wallon, enfin je ne pense pas pour la 3e photo, mais en tout cas la première c'est une végétalisation des berges de la Sambre en bas dans la ville basse de Thoin, donc on est en plein milieu urbanisé, des berges complètement artificialisées et on a placé des paniers végétalisés pour attirer la faune de la Sambre. Alors un deuxième exemple, c'est un écuroduc. Alors là, c'est tout nouveau. Je ne pense pas que ça existe en Wallonie. Un écuroduc, on va faire un chantier le long d'une nationale, également du côté de Montigny-le-Tilleul. Et donc un écuroduc, c'est un peu comme un crapaud-duc, hein, mais c'est pour les écuroducs. Voilà, on tend un câble au-dessus de la voirie pour permettre aux écureuils de passer et ne pas se faire écraser. Même principe que pour le crapaud-duc. Et alors la troisième photo, c'est la perméabilisation des allées plutôt sur terrain privé. Alors, dia suivante. Le CODT joue un rôle en conditionnant également la délivrance des permis d'urbanisme à la prise en compte des impacts environnementaux via des conditions et des charges d'urbanisme. Donc là, il ne faut pas l'oublier non plus, au niveau des communes, elles ont encore la possibilité, avant de délivrer le permis, d'introduire des conditions et des charges pour le promoteur. Donc là, je ne vais pas détailler la dia, on va poursuivre sur la dia suivante. Avec 2 exemples d'outils, dia suivante s'il vous plaît. Voilà, alors le coefficient de biotope par surface, qui est en fait un coefficient, c'est un outil en fait qui a été développé initialement par la ville de Berlin et qui a fait un peu son chemin en France. Beaucoup, il y a de plus en plus de villes et de communes qui le mettent en œuvre. Et assez peu quand même en Wallonie. Du côté de Liège, il y a un exemple. Donc c'est un coefficient, c'est une formule qui comprend un certain nombre de types de surfaces en fonction de leur intérêt pour la biodiversité et la nature, qui sont pondérés par un facteur, hein, donc en fonction de cet intérêt-là, sur la superficie totale de la parcelle à urbaniser. Donc, dia suivante. Voilà, donc c'est pour vous montrer de gauche à droite un projet, comment il peut évoluer. Donc un projet qui peut être assez artificialisé, hein, sans trop de surface intéressante pour la biodiversité, peut évoluer vers un projet beaucoup plus vert, avec 2-3 surfaces beaucoup plus favorables pour la nature. Alors là, ça peut être complètement en ville, et donc la commune peut imposer un coefficient en fonction de la localisation des parcelles dans le centre-ville ou en périphérie, et de l'intérêt de cette parcelle dans le réseau écologique du territoire. Dia suivante. Voilà, alors maintenant je vais vous parler d'un projet Interreg TV Bionnaire que le CREAD pilote. Donc c'est un projet Interreg transfrontalier qui comprend, donc l'objectif principal est la mise en cohérence écologique de la vallée de la Sambre, avec 4 objectifs majeurs: la sensibilisation, la mutualisation des connaissances, la création d'outils de gestion, et ça je vais vous parler d'un outil juste après, la sensibilisation de la population, et alors toute une série d'actions de sensibilisation et de formation à destination de tous les publics. Ce projet se termine ici fin décembre et a eu une durée de 4 ans avec des activités assez remarquables. Donc, dia suivante, je vais vous parler donc ça c'est le territoire, vous pouvez passer la dia suivante.
Je vais vous parler d'un outil qui a été créé par le CREAT, qu'on a appelé outil dynamique d'évaluation d'impact sur la TVBU. Donc TVB, c'est un terme qui est beaucoup utilisé par les Français, un peu moins ici du côté wallon, mais en gros c'est une forme de politisation du réseau écologique. Et donc le U, ça se réfère au milieu urbanisé de manière générale, donc on se focalise vraiment sur les milieux, les petites agglomérations et les milieux urbanisés. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait ce territoire sur lequel on a travaillé correspond plus ou moins à celui du Brabant wallon, c'est-à-dire avec des petits villages. On n'est pas avec des grandes villes du style de Charleroi, et donc on travaille aussi en milieu urbain au sein de ces villages. Dia suivante, s'il vous plaît. Alors, donc l'outil, j'ai fait, ce sont des captures d'écran pour éviter la connexion Internet, mais ceux qui sont en ligne peuvent aller directement sur le site tvbuonair.eu. Et alors, on a en ligne cet outil qui est spécifique à la vallée de la Sambre, où on peut en fait se permettre de cliquer sur des zones précises qui vont de la frontière jusqu'au port de Charleroi. C'est un outil en fait qui a été développé pour tout type de public, un acteur, une association, des fonctionnaires communaux, pour évaluer les impacts d'un projet sur le réseau écologique, sur la nature de manière générale. Dia suivante, je pense. Oui, voilà, donc un petit zoom ici, donc pour vous montrer, vous cliquez sur une zone et vous avez une série d'informations qui vous permettent d'évaluer le projet en fonction de la typologie, c'est par îlot. Donc en urbanisme, on appelle ça des îlots de quartier, et chaque îlot a une typologie ouvert, semi-ouvert, perméable, en fonction de sa perméabilité à la faune surtout du territoire. Voilà, et donc on a une série de recommandations. Dia suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est une description de ce type, de cet îlot justement, avec la qualité écologique en milieu urbain et une série d'indicateurs qui vous donnent, qui vous donnent une évaluation de la qualité du site et si votre projet va impacter ou non, considérablement ou non, la nature, la biodiversité de l'îlot. Dia suivante, donc aussi pareil, donc une série d'indications. Dia suivante, voilà. Dia suivante également. Et alors une série de recommandations en fonction du type du lot, qui sont des recommandations assez spécifiques qui permettent notamment pour le fonctionnaire communal de développer son argumentaire dans le cadre de la délivrance des permis et d'orienter la décision du collège à la délivrance du permis. Voilà, alors les recommandations sont liées, et ça, j'en terminerai avec ça pour cet outil, sont reliées à des orientations stratégiques qui ont été déterminées avec les élus de tout ce territoire-là pour définir un schéma d'orientation générale stratégique qui a été adopté en 2019 par tous les élus de ce territoire. Et donc les communes sont supposées se référer à ce schéma sur base des recommandations qui sont fournies dans cet outil. Dia suivante. Voilà, ça c'est le schéma. Et alors on a évidemment identifié des espèces cibles pour donner pour illustrer les recommandations à émettre dans le cadre de la délivrance des permis. Dia suivante. Donc, alors la dernière partie, ce sera l'importance des espaces et des jardins privés. Donc, dia suivante, s'il vous plaît. Peut-être dézoomer un peu.
Voilà, alors donc c'est un exercice qui a été... J'ai repris en fait un article de Mathilde Riboulot de 2012 pour vous montrer un peu l'exemple, l'importance des jardins privés dans la première couronne de Paris. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Paris. Donc on aurait pu faire l'exercice ici en Brabant wallon, mais je suis certaine qu'on aurait plus ou moins, à peu de choses près, les mêmes indications. Les mêmes indications. Donc ici, plus de 50% de la superficie totale est occupée par de la végétation privée. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les jardins sont vraiment importants puisque de nombreuses espèces trouvent des conditions de vie favorables en milieu urbain. Mais dans ce tissu urbain dense, elles ont besoin de connexion entre les espaces de refuge et les milieux naturels extérieurs. Et donc les jardins privés représentent une réelle opportunité de renforcer le maintien de la biodiversité et des services écosystémiques. Dia suivante. Donc afin d'obtenir un bon fonctionnement écologique, il est primordial de multiplier les interactions entre ces différents espaces privés. Néanmoins, la superficie des jardins privés résulte d'un espace fortement fragmenté. La contribution du jardin privé au réseau écologique ne peut être réalisable et efficace que si l'on prend en compte un nombre important de jardins, puisque la biodiversité dans les espaces verts publics est dépendante des jardins privés à proximité. Et elle favorise notamment le maintien des populations de certaines espèces. Donc les jardins individuels privés pourraient offrir l'opportunité de renforcer le maintien de la biodiversité et l'offre de services écosystémiques. Évidemment, ça nécessite un travail de sensibilisation des gestionnaires afin de rendre ces espaces plus perméables au déplacement des espèces, de gérer plus durablement les espèces non désirables, d'envisager une gestion collective de la biodiversité à l'échelle d'un quartier, d'un lotissement ou même d'un îlot. Et donc j'en terminerai là et je synthétise. Je rappelle donc les outils d'aménagement du territoire comme levier essentiel à mobiliser en complément des mesures de protection existantes, donc les sites protégés, Natura 2000, les SGIB, etc. Que ce soit les outils du CODT ou des outils d'aide à la décision spécifique à des territoires, donc des coefficients de biotope par surface, l'outil TV Bionnaire. Et donc, je souligne en dernier l'importance des jardins privés et collectifs dans cette gestion de la nature en ville et dans les villages. Voilà, je vous remercie. Un grand merci à vous. On voit qu'il y a quand même des possibilités d'agir, pour rebondir par rapport aux propos de Julien Thémence. Et on va aller voir maintenant concrètement quelques exemples d'actions peut-être sur notre territoire. Alors, je vais juste préciser pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou sur YouTube, on va bien prendre en compte vos questions. On me les a envoyées par mail, mais évidemment, je ne sais pas les consulter juste là, maintenant. Ça va être fait. Et donc, on reprendra les questions après l'exposé de Madame Hochard. Alors justement, Aurélie Hochard, vous avez travaillé pendant quelques années dans un bureau d'architecture. Et puis, pendant 10 ans, vous étiez de service à la direction extérieure de Charleroi, donc pour la région wallonne, en ce qui concerne la délivrance des permis d'urbanisme public. Et puis maintenant, depuis 3 ans, vous êtes la responsable du service aménagement du territoire au département économique de l'INBW, donc l'intercommunal du Brabant wallon. Et vous allez justement nous expliquer en quoi consiste votre travail au sein de cet acteur qui justement développe des infrastructures, développe des zonings industriels, des zones d'activité mixtes, et voir comment, dans le cadre justement de ces missions, vous allez pouvoir, l'INBW va pouvoir intégrer la composante nature dans ces projets. Vous allez aussi nous présenter quelques cas concrets. Je vous passe tout de suite la parole et l'ordinateur. Alors avant on va dire, rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même rappeler ce qu'est INBW, ou nos missions. Je ne cacherai à personne, INBW vient de la fusion entre l'IBW, l'intercommunal du Brabant wallon, et l'IECBW, l'intercommunal de l'eau, du centre du Brabant wallon. Nous avons plusieurs secteurs d'activité. Il y a la gestion du cycle de l'eau,
autant eau potable que eau usée, les stations d'épuration par exemple, la gestion du cycle des déchets qui peut être la collecte de porte-à-porte, les réciparques, la gestion des déchets industriels et le développement économique et territorial, développement et direction dont je fais partie. Si on zoome un peu plus donc, sur le département économique, nos missions principales sont la création, l'équipement et la promotion de parcs d'activités économiques, étant donné qu'un des buts premiers d'INBEWE pour le Brabant wallon, c'est l'accueil d'entreprises. Donc pour accueillir les entreprises, il faut créer des endroits pour pouvoir leur permettre de s'implanter, de s'étendre et d'exercer leur activité. Une autre mission, donc, c'est la commercialisation de terrain. Je viendrai après expliquer voilà, la suite logique, la suite historique, comment on y arrive. La construction et la location de bâtiments relais, entre autres, pour accueillir de nouvelles entreprises, donc on y revient toujours, et l'accompagnement de PME ou TPE, ainsi que l'animation économique. Au total, le parc immobilier que INBEWE gère au total fait 78 000 mètres carrés, et se compose d'une quarantaine de bâtiments relais et de 4 centres d'entreprises. Voilà, ce qui permet à 1200 entreprises, 32 500 emplois directs et 16 000 emplois indirects d'être créés sur la province du Brabant wallon. Dans le département économique, il y a plusieurs services. Donc, il y a le service aménagement du territoire dont je fais partie, qui s'occupe principalement de dossiers de révision de plans de secteur. Donc, évidemment, pour créer de l'emploi, pour accueillir les entreprises, il faut des zones, comme les deux autres orateurs en ont parlé tout à l'heure, des zones spécifiques ou dédiées pour cet accueil d'entreprises. Donc, nos principaux dossiers sont les dossiers de révision de plan de secteur pour créer des zones d'activité économique dans le Brabant wallon. Mais il y a aussi des dossiers des sols, donc schéma d'orientation locale, ou des dossiers de SAR pour redynamiser du tissu existant dans des zones qui ont déjà été artificialisées. Voilà, ça peut être de l'achat de terrains où il y avait une ancienne activité industrielle qu'il n'y a plus, où on peut le redynamiser. Donc je pense notamment au site des Forges de Clabec à Tubize. Voilà, c'est assez varié. Ça va. Donc comme ça, vous savez qu'aujourd'hui, j'interviens sous cette casquette-là. Alors la Maison de l'Urbanisme m'a demandé d'aborder ce sujet-là avec vous. Comment intégrer la composante nature dans les projets de développement territorial. Et avant de montrer un cas pratique, un exemple en tout cas concret, je pense qu'un petit rappel juridique des procédures législatives imposées est nécessaire pour comprendre justement que dans ces étapes qui sont imposées, il y a déjà une intégration de la composante nature à certains niveaux et à plusieurs niveaux. Alors, à titre illustratif, c'est un exemple concret ici d'une révision de plan de secteur. C'est un projet qui actuellement est abandonné, donc il n'y a rien de confidentiel là-dessus. C'est un extrait un peu pris au hasard on va dire, d'un ancien projet. Alors, la première étape pour un projet de révision de plan de secteur, donc l'objectif est bien de transformer ici dans ce cas-ci, mais il y a d'autres exemples, c'est une zone agricole qui n'est pas destinée à l'urbanisation et l'objectif de la révision de plan de secteur, c'est de créer une zone d'activité économique. Pour ce faire, nous faisons appel à un bureau d'études externe qui est spécialisé en aménagement du territoire. Ce bureau d'études se compose en général toujours de bio-ingénieurs, de paysagistes, de conseillers en mobilité, en aménagement du territoire. Donc voilà, ce sont quand même des experts en la matière. La procédure est imposée par le Code ET, donc le Code du développement territorial, et notamment dans cette procédure, il y a l'étape obligatoire de réunion d'information du public, donc qui est une... c'est pas comme une enquête publique, c'est vraiment une réunion, on va dire un peu comme aujourd'hui, donc une réunion où le projet est présenté publiquement à tout le monde, et où quiconque qui a un intérêt pour le dossier, mais que ce soit un riverain ou que ce soit un habitant de la commune ou d'une commune voisine, ou même quelqu'un de plus éloigné, donc quiconque qui a un intérêt ou qui veut émettre un avis sur le dossier peut le faire dans le cadre de cette réunion publique. Et en général, à ce moment-là, il y a quand même des informations qui ressortent que ni
INBW en tant que demandeur, ni le bureau d'études, ni peut-être le collège communal à ce moment-là, ou la commune, ou les personnels d'urbanisme peuvent avoir connaissance. Donc c'est quand même une étape importante qui permet, pour certains, de déjà pointer le doigt sur un élément nature ou biodiversité important à essayer de maintenir. Généralement, préalablement au RIP, un tel dossier se fait toujours en collaboration avec les communes, soit à la demande, soit de toute façon en collaboration, mais soit à la demande de la commune, soit à la demande d'INBW. Nous avons, nous, en amont, contact avec les ASBL locales de défense de la nature ou de gestion, je ne sais pas, s'il y a une mare ou une forêt de l'ASBL qui gère déjà ou qui a déjà des actions sur le terrain. On a dans la plupart de nos projets aussi des contacts en amont avec Natagora et des collaborations qui se font aussi sur des projets qui ne sont pas encore sortis, qui sortiront que dans 1 ou 2 ans, mais voilà, des visites de terrain se font en partenariat pour essayer d'intégrer au mieux toute cette composante nature ou ces éléments de biodiversité que nous, on n'aurait pas connaissance ou le bureau d'études. Cette étape-là, donc le dossier de base, on peut estimer qu'elle dure entre 1 à 2 ans. Cette étape-là, donc, du dossier de base, est clôturée par un arrêté provisoire de révision du plan de secteur délivré par le gouvernement wallon. Ensuite, il y a une autre étape qui est l'étape du RIE, donc le rapport sur les incidences environnementales, qui est donc, là l'objectif de cette deuxième étape, c'est l'analyse environnementale du dossier de base, donc du premier dossier dont je viens vous parler. Nous faisons aussi appel à un bureau d'études externe qui, dans ce cas-là, est agréé. Donc, est agréé en tant qu'auteur d'études d'incidence sur l'environnement pour la région wallonne. Cette partie d'études, il y a vraiment une composante plus nature environnementale, dans le sens où il y a des études du paysage, des relevés sur le terrain de la faune et de la flore, des études d'infiltration d'eau par exemple, de recensement d'espèces sur place. Donc il y a vraiment une étude beaucoup plus poussée. Des compensations alternatives peuvent parfois aussi être trouvées, proposées ou aménagées pour intégrer la composante environnement dans le projet. Cette partie-là d'études, elle dure entre 1 an et 1 an et demi. Donc en gros, toute une révision de plan de secteur. Et en fait, après le RIE, on arrive en général à un arrêté définitif de révision de plan de secteur pour changer la couleur du plan de secteur. Et on peut estimer que cette étape-là dure, donc toute l'étape, phase étape 1, étape 2, peut durer 3 ans, si tout va bien. C'est vraiment le minimum possible. Voilà, donc ce rappel juridique, c'était pour expliquer qu'il y a différents niveaux du montage d'un dossier, par exemple de révision de plan de secteur. Il y a déjà plusieurs possibilités de prendre connaissance de la nature, de la biodiversité sur place et de l'intégrer dans le projet. Alors ici, je vais vous montrer un exemple concret. C'est le parc d'activités économiques de Nivelles-Nord. Voilà Nivelles, donc je vais vous le situer. Ça, c'est Nivelles-Sud, mais comme ça, avec le contournement. Ça, je pense que tout le monde voit bien. Et le parc d'activités de Nivelles-Nord, il est au nord, comme son nom l'indique. Un bref historique. C'est une vue à l'origine du parc d'activités économiques, mais en fait, de 1971 à 1974, le périmètre était un circuit de Formule 1, le circuit de Bollers, et il avait été construit pour être une alternative au circuit de Spa-Francorchamps qui avait été jugé trop dangereux. Donc il a fonctionné 3 ans. En 1974, c'est la faillite. En 1980, un arrêté royal classe l'ensemble du périmètre en zone d'extension d'équipements communautaires et de services publics et ferme le site du circuit. Jusque les années 90, autant le circuit que les quelques bâtiments sur place sont totalement abandonnés. Et en 1994, INBW achète l'entièreté du site, les 80 hectares. Et s'ensuit en 1995 un arrêté du gouvernement wallon qui classe l'ensemble des 80 hectares en zone d'activité économique mixte. Je vous ai, par rapport à cette vue aérienne, mis une comparaison, donc une situation vue aérienne et situation plan de secteur où vous voyez la zone d'activité économique mixte. Alors, ce que je voulais vous montrer ici,
c'est que par rapport à la vue aérienne, si tout le monde l'a bien en tête, le parc, en tout cas le parc d'activité économique, a été créé en maintenant le tracé de l'ancien circuit. Nous avons fait, donc tous les 2-3 ans, on fait un relevé, enfin, en tout cas, comment on va dire, un relevé par avion ou par drone, mais c'est plutôt par avion, voire même hélicoptère, de reportage photographique. Donc ici, ce sont des photos très récentes qui datent de juin 2020, où on voit clairement le tracé des anciens voiries. Donc tout le parc a été créé autour. Et on voit aussi, et c'est là où je vais en venir après, la partie nord a été aménagée, mais pas encore la partie sud. Voilà, donc ici on voit bien la partie sud qui... Ces photos datent de juin, parce que voilà, aujourd'hui ça a évolué, le chantier a avancé. Donc pour que vous compreniez mieux, au nord de la ligne rouge, c'est la phase 1, donc ce 62 hectares qui sont aujourd'hui déjà à destination des entreprises, et le parc est entre 95 et 100% vendu. Je pense qu'il reste qu'une ou deux parcelles à commercialiser, mais il est totalement occupé. Et au sud de la partie de la ligne rouge, ça c'est la phase qui actuellement est en travaux. Et je voulais zoomer sur cette partie-là pour vous montrer l'intégrante nature-biodiversité, comment elle avait pu essayer d'être intégrée au mieux en tout cas. Donc cette phase 2 de travaux consiste en l'extension sur 20 hectares du parc. Le permis d'urbanisme a été obtenu en juin 2016 et les travaux ont démarré au mois d'août de cette année. Alors, en fait, dans cette partie, depuis 2012, donc les discussions ont démarré depuis bien longtemps. Depuis 2012, INBOE est en collaboration avec l'ADNF, donc le département nature et forêt du SPOE, parce il y a eu un recensement d'une espèce protégée dans la zone d'activité économique. Donc, en partenariat avec l'ADNF, il y a eu un travail d'expertise de l'implantation de ces espèces protégées pour savoir où est-ce qu'elles étaient sur ces 20 hectares. Et il y a eu une collaboration pour établir un compromis et pour trouver le meilleur compromis entre et le développement économique de la zone et le développement écologique de cette zone à sauvegarder aussi. La première décision qui a été prise, c'est de dédicacer, de maintenir toute une surface de la zone d'activité économique en zone non edificandi. Donc, ça correspond à une surface de plus ou moins 4,2 hectares et c'est une zone qui est totalement, j'ai mis rendue à la nature, mais en fait qui est laissée. C'est une zone qui est laissée en tant que telle. L'objectif premier en tout cas, mais principal, est que depuis ce nid, des graines pourront recoloniser d'autres friches, en tout cas les terrains qui seront laissés en zone d'espace vert, des futures entreprises qui viendront s'implanter. Alors la deuxième décision qui a été prise, c'est un document qui va être rédigé à l'intention des futures entreprises qui vont vouloir venir s'implanter sur cette nouvelle partie du parc pour leur expliquer la qualité écologique de ces sites, et il y aura un cahier des charges spécifique pour leur expliquer des mesures spéciales pour entretenir leur espace vert de leur parcelle privée. Parce que quand une entreprise vient, elle achète, si on dit son rectangle, ou en tout cas son terrain, mais c'est son terrain qui lui appartient. Mais ça permettra d'avoir des règles communes pour toute la zone des 20 hectares. Dont notamment, par exemple, la fréquence du fauchage tardif des zones de friche, ou de limiter certaines zones engazonnées, de limiter certaines zones non perméables, de favoriser des plans indigènes. Donc, ça, c'est tout des mesures classiques, mais voilà, ça va être poussé. Ici, on est seulement au début des travaux, donc ça va être fait dans même les prochains 6 mois, voire même prochaine année. La troisième décision, donc un plan de gestion va être réalisé pour l'ensemble du site des 20 hectares et des panneaux d'information, de parcours éducatifs ou surveillance, ainsi que l'entretien d'espaces verts va être adapté pour cette zone-là. Il faut savoir que la première partie qui est déjà, on va dire, finie au-dessus, les 62 hectares, c'est une zone qui met quand même qui laisse une certaine place à la nature
et qui est, certaines personnes vont pouvoir rire, mais le week-end, il y a quand même des promeneurs qui viennent se promener dans le parc d'activités économiques. Donc c'était quand même assez aéré, vert. Voilà. Donc l'objectif est quand même de maintenir et de continuer à faire ça dans la deuxième partie. Et la quatrième décision qui a été prise, dans le cadre en fait du dossier d'extension du parc d'activités économiques vers l'Est, nous avons la possibilité, en tant qu'auteur de projet, de proposer la transformation de la couleur au plan de secteur de cette zone-là, vu qu'aujourd'hui nous sommes en zone mauve, en zone d'activité économique mixte. Mais nous proposons, dans le dossier de base de l'extension au gouvernement wallon, de transformer cette zone à protéger de un peu plus de 4 hectares, de la transformer en zone naturelle, pour que ce soit vraiment acté aussi au plan de secteur. Que ce ne soit pas seulement voilà, avec un plan de gestion et un partenariat, mais que ce soit voilà, que ça donne une protection supplémentaire. Voilà une photo du parc d'activité, enfin d'une entreprise dans le parc d'activité économique aujourd'hui. Et pour conclure, moi je voudrais dire, en fait ici c'est un exemple très concret et récent, mais qui a commencé, comme je vous l'ai dit, en 2012 dans les discussions, et dont le chantier commence seulement maintenant. Mais je voudrais dire que chaque parc d'activité économique, si on considère que ce sont nos missions principales, en tout cas d'ancrer dans le Brabant wallon, peut constituer un maillon du réseau écologique et qu'il convient de le respecter, et que chaque cas est différent. Dans certains endroits, voilà, comme ici, il y aura une espèce protégée à conserver et à faire pérenniser, à préserver ce milieu naturel. Dans d'autres, on parlera peut-être de plus de coulées vertes, de plus de coulées bleues, en fonction de si c'est un milieu humide. Donc chaque terrain et chaque projet sera différent. Et aux auteurs de projets et aux bureaux d'études, en partenariat avec voilà, toutes les instances possibles, de les intégrer au mieux. Voilà. Un grand merci. Merci beaucoup pour votre exposé. Donc, on est un petit peu plus tard que prévu. Je propose qu'on prenne tout de suite, à moins que vous vouliez réagir. Non. On va prendre tout de suite d'abord les questions de la salle. Ça me donnera le temps de consulter les questions des personnes qui nous suivent sur Facebook. Et comme ça, on va essayer d'être le plus efficace possible. Mon collègue Alal vous attend avec le micro. S'il vous plaît, ne parlez que dans le micro, sinon les gens qui nous suivent n'entendront pas. Et donc, il suffit de lever la main et mon collègue va vous passer le micro tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Ma question est à M. Teymans. Nous savons tous que la nature n'a pas de frontières. Votre exposé a concerné principalement le Brabant wallon, la Wallonie, et je vous avais beaucoup évoqué toute la question des prairies humides. Vous avez nommé régulièrement la vallée de la Dyle. Et je m'interroge concernant vos contacts éventuels avec l'Agentschap voor Natuur en Bos, en Brabant flamand, chez nos voisins au-delà de la frontière linguistique, parce que nous avons appris qu'ils ont un énorme projet des Brabantse Wouden qui va concerner également la vallée de la Dyle, mais également la forêt de Soigne, le bois de Halle, et chez eux, le bois de Merdal et le bois d'Évorly. Voilà, je m'étonne un petit peu qu'on n'en ait pas parlé, parce que je me dis, la vifaune et l'eau de la Dyle, etc., elles s'en vont par là. Voilà, je voulais un petit peu voir si vous aviez quelque chose à nous dire et voir quels sont un peu les fonctionnements qui existent de part et d'autre, parce qu'avec notre Belgique fameusement découpée, mais... voilà, il y a des questions qui se posent. Voilà, merci. Donc, voilà, j'en ai pas parlé parce qu'on devait faire des choix dans la présentation. Donc, on est effectivement bien au courant de ce projet de reliaison écologique entre les 3 grands massifs de l'ancienne forêt charbonnière, là au milieu du Brabant uni. Et donc, ça concerne, dans un premier temps, donc c'est une initiative qui vient des Flamands, hein, donc de l'ANB, comme vous avez dit, qui se sont associés de leur côté à différents acteurs de terrain, associatifs notamment. Et voilà, on n'a pas été contacté directement par eux, mais comme on était au courant, on a pris l'initiative de les contacter et on va essayer de travailler avec eux au niveau Natagora en tout cas. Mais je sais qu'au niveau du département Nature et Forêt de la région wallonne, il y a également des contacts. Le problème, c'est le niveau de motivation et d'initiative qu'il y a des 2 côtés de la frontière est très différent.
Côté flamand, ils ont 20-30 ans d'avance sur nous. Il suffit de voir la Vallée de la Dyle. Hein. Quasi toute la surface de la Vallée de la Dyle est sous statut de protection, est gérée déjà depuis 10, 15, 20 ans en réserve naturelle. Enfin, pas tout, hein, mais vraiment tous les sites vraiment majeurs. Tout est équipé. Il y a aussi l'accueil du public qui est organisé, etc. On regarde de l'autre côté de la Dyle, donc la Dyle faisant la frontière, côté wallon, il se passe, pour ainsi dire, rien. Pourtant, il y a pas mal de propriétés publiques, hein, mais voilà, il y a très peu de protection, il y a très peu d'animation, de gestion de ces terrains. Voilà, donc je pense qu'effectivement, si on arrive à mettre un wagon derrière le train flamand, au niveau de ce projet, ça permettrait de développer pas mal de choses. Donc nous, j'ai déjà échangé avec eux sur les couches certains projets de Natagora, en tout cas, sur les différents terrains qu'on gère, voir comment est-ce qu'on peut, en tout cas, collaborer avec eux sur ce projet. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question en direct dans la salle. Apparemment pas. Alors, j'en ai une, moi, ici, qui est arrivée via les réseaux. Je ne sais pas qui pourra répondre à ça. On me demande pourquoi la loi de la protection de la nature date de 1973 et qu'elle n'aurait pas été mise à jour. Y a-t-il des freins ? Je ne sais pas qui se sent d'attaque. On vous écoute, Monsieur Témence. Je veux bien intervenir, mais je ne suis pas du tout juriste. Hein. Mais il y a eu en tout cas plusieurs mises à jour. Donc, au moins la mise à jour, je pense que c'était en 2001, sur le décret Saint-Nicolas, qui a intégré tous les aspects Natura 2000 au sein de la conservation de la nature. Mais la première loi date effectivement de 73. Et pour les personnes plus néophytes, le code de l'environnement, ce n'est pas la loi sur la protection de la nature, ce sont des choses différentes. Il y a souvent un amalgame entre environnement et nature, c'est pas tout à fait la même législation, non, c'est tout à fait différent. D'accord. C'est d'ailleurs pas le même ministère non plus. Hein. Effectivement. Bien. Alors, en attendant d'avoir des questions dans la salle, une autre question qui vient aussi de quelqu'un sur Facebook. On se demande si l'agriculture peut-elle apporter des solutions au maintien de la biodiversité, au maintien des paysages et à la conservation des sols. Donc, dans les projets, je ne sais pas, Madame Quadou, Monsieur Témence, est-ce que l'agriculture pourrait devenir un allié finalement ? Je peux bien encore intervenir. Oui. Donc, dans nos contrées, donc, il n'y a plus de nature primitive, hein, c'est fini. En Europe, en tout cas, quasi tout le territoire a été impacté depuis plus de 2000 ans par l'agriculture. Et donc l'agriculture, en fait, jusqu'au milieu du 19e siècle, a été le moteur de la diversification des habitats et a été vraiment un associé pour la biodiversité. Donc voilà, la philosophie actuelle qui vise à revenir vers une agriculture un peu plus paysanne et un peu moins industrielle. Enfin, ils sont d'ailleurs en train de voter là au Parlement européen, on espère dans le bon sens, mais ça semblait mal parti, pour revenir vers une agriculture plus proche voilà, de la nature, plus proche du paysan et moins proche de la multinationalisation actuelle, quoi. Et donc, oui, je pense qu'il y a tout à fait moyen de revenir en arrière, de revenir vers une agriculture plus proche des véritables enjeux du territoire, et pas juste qui a une fixation sur les marchés internationaux. D'autant qu'en agriculture, vous me rattrapez si je dis des bêtises, mais on a tout ce qui est mesures agro-environnementales, toutes les bandes enherbées qui sont entretenues par les agriculteurs. Il y a quand même pas mal de choses. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je me rends compte qu'il faudra qu'on en fasse un là-dessus. Mais allez, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Peut-être qu'elles ne sont pas encore suffisamment développées, mais ça bouge quand même. Oui, il y a plein de choses qui se passent. Il y a pas mal d'agriculteurs qui passent au bio, même en Brabant wallon. Il y a pas mal de mise en place de prairies ou de verres biologiques, de bandes aménagées au niveau des cultures. On le voit, en fait, il y a certaines zones, notamment du côté de Perouet, Torrambay-Saint-Tron. Il y a des agriculteurs qui se sont engagés à plusieurs dans une démarche agro-environnementale. Et là, c'est vraiment un des endroits où on voit, au niveau des oiseaux des champs, il y a un redéveloppement de la vie faune et de la biodiversité liée à l'agriculture.
Donc il y a tout à fait, il y a de l'espoir, mais le monde agricole est un monde qui est souvent compliqué à toucher au niveau de la sensibilisation en tout cas. Ah, je vois une question. Alal, merci. Madame Coadou, pendant votre exposé, vous avez parlé de l'importance des espaces privés et du besoin de connexion. Vous parliez de multiplier les interactions entre les espaces privés et les espaces publics. Concrètement, qu'est-ce que vous voyez comme action qu'on pourrait mettre en œuvre pour multiplier ces interactions ? Concrètement, enfin, déjà, dans la dernière dia, j'ai parlé de gestion collective. Mais dans ces termes-là, il faut entendre la gestion également avec les gestionnaires publics, notamment les communes en ce qui nous concerne. Et donc, je pense qu'au niveau de la commune, quand ils décident de gérer tel espace de telle manière, qu'ils devraient prendre en compte également ce qui se passe aux alentours de l'espace public et des espaces privés. Donc, je pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir une réelle concertation avec les gestionnaires privés, puisque juridiquement, l'espace privé, on n'a pas de prise dessus, tandis que l'espace public, si vous regardez toutes les recherches qu'il y a là-dessus, ça foisonne, donc on a quand même pas mal de mesures qui sont utilisées par les gestionnaires publics. Et donc, le fait de se concerter entre gestionnaires publics et gestionnaires privés peut permettre de sensibiliser les gestionnaires privés dans une gestion collective à l'échelle d'un îlot, d'un quartier qui est plus utile pour moi, pour la nature en ville qu'à l'échelle de la parcelle du jardin. Si on fait quelque chose au niveau de son jardin qui est utile pour la biodiversité et la nature, alors que son voisin, le voisin va peut-être tondre régulièrement tous les 3 jours, ce sera pas, l'effet bénéfique ne sera pas plus aussi important que si on a une véritable gestion et une sensibilisation des espaces privés à l'échelle d'un îlot. Et donc je pense que la question de l'échelle de gestion est importante à ce niveau-là. Donc si on a un espace public qui est entretenu dans l'îlot, il faut en tenir compte également. Voilà. À part donc tous les outils que j'ai montrés également, hein, évidemment. Voilà. Prendre en compte le plus possible les espaces privés, c'est vraiment important. Je voulais bien rajouter une petite chose par rapport à cet aspect. Donc chez Natagora, on a développé depuis pas mal d'années déjà le concept de réseau nature. Donc c'est un concept sur base volontaire, n'importe qui peut y adhérer. Et donc on propose toute une série de fiches de conseils pour aménager les terrains, soit chez les particuliers, mais ça peut aussi être des terrains qui dépendent d'institutions, d'écoles, de la province. Donc ça permet de labelliser un petit peu chacun son terrain. Et on connaît des quartiers où à plusieurs, les riverains se sont mis ensemble dans ce réseau nature et échangent entre eux. Et ça crée vraiment une émulation et des échanges d'idées. Et on voit vraiment que la biodiversité est prise en compte dans ces sites-là. N'hésitez pas à aller voir réseaunature.be. Ça, c'était une initiative des riverains eux-mêmes, ou ça a été poussé par un organisme? On a parfois un volontaire Natagora dans le village qui arrive à sensibiliser tous ses voisins. Et bon, il y a le dernier réfractaire qui existe toujours, hein, mais voilà, ils arrivent à mettre en place et même à convaincre la commune, par exemple, de faire aussi des aménagements complémentaires sur les petits espaces verts locaux. Merci. Alors, moi, j'ai une autre question. Ça, c'est peut-être Aurélie Auchard qui aura une idée là-dessus. Donc, une suggestion qui dit, tiens, est-ce qu'on ne devrait pas accorder plus de place dans le modèle type à remplir pour la notice d'incidence sur l'environnement en créant justement une rubrique nature et pas seulement environnement? Aurélie Auchard ou je ne sais pas qui se sent d'attaque là-dessus? Je veux bien commencer, mais... Oui. Oui, on pourrait maintenant, la notice d'évaluation des incidences, je pense que c'est à l'auteur de projet aussi de sentir la manière dont ils veulent répondre.
Il y a des projets où on peut développer beaucoup l'incidence justement de son projet dessus, et d'autres où la question va être un peu vite évincée. Donc je pense que c'est la sensibilité de l'auteur de projet ou des architectes. Mais oui, après, quand le projet a vraiment des incidences sur l'environnement, le code impose qu'il y ait une étude d'incidence sur l'environnement. Donc du coup, là, on bascule sur un autre type d'étude. Donc il faut voir, à partir du moment où vraiment le projet a une incidence, obligatoirement, il va y avoir une étude d'incidence qui, là, englobe beaucoup plus toute cette problématique-là. Je ne sais pas ce que vous vouliez dire. Oui, je pense qu'il faut vraiment différencier la notice d'évaluation des incidences de l'étude d'incidence. C'est deux choses très différentes et ça dépend de la taille et du type de projet. La notice, c'est le demandeur lui-même qui peut la rédiger. Après, il peut se faire accompagner par un spécialiste, mais n'importe qui fait un petit permis d'urbanisme doit remplir sa notice. C'est souvent l'architecte qui le fait, qui n'a aucune compétence nature. Et les aspects nature sont très souvent lacunaires, en tout cas au niveau de cette notice. Et donc oui, ça pourrait être intéressant qu'il y ait peut-être un fonctionnaire, que ce soit régional ou communal, avec une des meilleures compétences nature, qui puisse, au même titre que le fonctionnaire qui s'occupe d'urbanisme, aussi aiguiller le demandeur. Avec l'idée d'un conseil aux demandeurs, en fait, que ce soit pour les petits comme pour les grands projets. C'est une question qui se pose déjà, enfin, depuis que je travaille en tout cas dans les années 90, qui se posait déjà. Cette notice est lacunaire en termes de nature et donc clairement, oui, il faut soit la revoir pour qu'elle soit imposée, soit se faire accompagner pour bien la compléter. Je ne sais pas s'il y a encore une question sur le sujet dans la salle. Plus aucune question. On va attendre 2 petites secondes de voir si on n'a plus rien non plus sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus rien pour le moment. Alors, pour information, on a eu un petit souci technique et donc on n'était pas en direct sur YouTube, seulement sur Facebook. Par contre, la conférence ici a bien été enregistrée dans son ensemble et donc on va reposter directement accessible depuis notre site web la conférence qui a eu lieu aujourd'hui. Et j'en profite pour demander aux orateurs si on peut rendre disponible au format PDF, donc bien verrouiller leur présentation. C'est parfait. Merci beaucoup à tous. Merci à tous d'avoir participé à ce Midi de l'urbanisme. Je voudrais aussi vraiment remercier tous mes collègues qui ont rendu cet événement possible. Je pense bien entendu à tous les collègues de la technique, Frédéric, Alal, Thomas, Aurore et Francine, qui ont eu encore plus de travail que d'habitude pour rendre cet événement possible. Je remercie aussi vivement Karima, Maureen et Xavier, mes collègues de la Maison de l'Urbanisme. Et je vous invite à continuer à lire Espace Vie, à découvrir nos prochaines activités sur notre site et aussi sur le blog d'Espace Vie. Un grand merci à tous et presque un bon week-end alors.